Personnages célèbres ou de l'ombre, ils ont en commun de faire l'actualité. Ils acceptent de répondre aux questions de FRL pour une rencontre exclusive. C'est la grande interview de FRL. Bonjour Ingrid Betancourt, merci de nous avoir rejoints dans les studios de French Radio London à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage. Merci à vous. J'aimerais savoir en quelle langue avez-vous écrit Even Silence at the End ? Je l'ai écrit en français. Ça n'a pas été une décision consciente en fait. Je pensais d'ailleurs que j'allais l'écrire en espagnol. Mais quand je me suis assise à écrire, c'est parti en français. Et ça a continué en français. Et je l'ai fini en français. Malgré tout, des phrases sont écrites en espagnol. Oui, il y a des moments où des dialogues... Bon, évidemment, je les avais vécus en espagnol. Et je voulais aussi que le lecteur sente que c'était vécu en espagnol, que je l'avais vécu en espagnol. Et donc, partout dans toutes les traductions, ce sont des phrases qui vont rester en espagnol. D'accord. Vous dites, page 29, croire en votre bonne étoile. Avez-vous toujours cru pendant vos 6 ans d'enfer dans la jungle ? Non, bien sûr, il y a eu des moments où j'ai cru vraiment qu'elle était partie, ma bonne étoile. Et je l'ai cru d'ailleurs très très longtemps, pendant les 6 années de captivité. Elle est revenue, ma bonne étoile, avec la libération. Vous avez lu la Bible pendant votre captivité. J'ai cru comprendre que Dieu vous aurait gardé dans la jungle plus longuement afin que vous appreniez plus sur vous-même. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Je suis sûre que Dieu m'a sortie de là, ça c'est certain. Et je crois que ce que j'ai vécu, parce que Dieu existe dans mon cœur et qu'il a été une présence forte pendant la captivité, j'ai pu me dire que c'était une opportunité d'apprendre des choses. Mais je ne le rends pas responsable de ce qui m'est arrivé, pas du tout. Je crois que c'est dans la liberté des hommes qu'il faut chercher les explications à beaucoup de choses qui nous arrivent. Alors justement, à ce sujet-là, avez-vous découvert en vous des forces que vous ignoriez pendant votre aventure ? J'ai surtout découvert beaucoup de faiblesses. Et j'ai surtout découvert des choses que je n'aimais pas en moi. Parce que j'ai eu des moments où je me suis rendu compte que l'image que j'avais de moi ne tenait pas la route dans de grandes difficultés. J'ai eu très peur, j'ai eu des moments de découragement, j'ai eu des moments de lâcheté, je pense aussi. Je me souviens en particulier à un moment, je réussis à m'échapper, ce qui était déjà pas mal. Et puis, je dois traverser une rivière. Ou en tout cas, je dois me laisser porter par le courant, je dois rentrer dans une rivière. C'est une rivière qui a beaucoup grandi, qui est devenue très tumultueuse parce qu'il y a eu un grand orage. Et là, je suis prise de panique, je n'y arrive pas. Alors que si j'avais eu les gardes à mes trousses, enfin, si je les avais vus, poussés, si vous voulez, par le besoin de m'enfuir, j'aurais sûrement sauté. Mais là, j'étais seule, et puis j'étais devant cette rivière, avec un courant furieux, en tout cas je le sentais comme ça, et je n'ai pas plongé. Et du coup, je me suis fait rattraper et capturer de nouveau. Ferney, l'un de vos gardiens, vous dit que la meilleure des réponses face aux FARC est souvent le silence. Vous êtes-vous servi de son conseil ? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup appris avec Ferney, et ça, c'était le moment où il me dit au revoir, parce qu'il va être changé de campement. Et il me dit ça, il me dit de ne pas répondre au mal avec du mal, de répondre au mal avec du bien. Et ce sont des mots, si vous voulez, tellement étranges pour un guerriero, parce que finalement, c'est des mots très bibliques d'une certaine façon. Et venant de lui, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a des moments où on perd la boussole. Dans des situations comme ça, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Il y a en captivité un chamboulement des valeurs aussi. Et ce qui est bien en captivité est mal à l'extérieur. S'adapter dans le sens où accepter certaines relations, accepter certains dénigrements, ce sont des choses qui, bon, peut-être que dans une situation de captivité, c'est la meilleure chose à faire parce que on vous fout la paix d'une certaine façon et vous arrivez à survivre dans des conditions peut-être meilleures. Mais dans l'optique de la vie, c'est pas comme ça que vous voulez vous regarder dans un miroir après. Quand vous regardez en arrière, vous vous dites pourquoi accepter, pourquoi... Et donc je pense que les conseils de Ferney étaient très importants pour ne pas perdre ce nord. Et ce qui est curieux, c'est que ce soit un de mes ravisseurs qui me l'ait donné. Ouais. Vos 3 compagnons de détention américains vous ont décrit comme étant une personne autoritaire. Qu'aimeriez-vous leur répondre ? Non, je pense que j'étais pas autoritaire. Je pense que j'étais beaucoup de choses d'autres. Je pense que probablement j'étais égoïste, comme nous l'avons tous été, probablement aussi par instinct de survie. Parce que quand on n'a rien, on s'accroche à ce qu'on a, un bout de pain, un morceau d'espace. Mais j'étais loin d'être autoritaire. Je ne pouvais pas l'être, d'autant plus que j'étais soumise à l'autorité des gardes. Comment être autoritaire dans une situation comme ça ? Mais je pense qu'ils avaient
Enfin, pas tous les Américains, parce que je garde de très très bonnes relations avec Mark, avec Tom, mais dans le cas de Keith, c'était un Marine, un grand gars, qui roulait les mécaniques. Je crois qu'il ressentait beaucoup le fait que l'on dise que j'étais l'otage la plus connue, ou qu'on parle de moi à la radio. C'était des choses qui pour lui étaient insupportables. Et il avait beaucoup de mal avec ça. Et du coup, il était très agressif avec moi. Et chaque fois qu'il pouvait, il me disait des choses du style « Mais pour qui vous prenez-vous? Vous croyez que vous êtes mieux que nous ?» Je crois que c'était dur pour lui. De ne pas être le centre d'attention. Oui, je pense aussi. Ouais. Bon, c'était dur pour moi aussi d'être le centre d'attention, si vous voulez, en tout cas des médias. Parce que ça rebondissait d'une façon très négative sur moi en captivité. D'abord parce que les gardes étaient encore plus méchants contre moi, parce que du coup, ils se disaient que c'était vraiment... j'étais d'une certaine façon la personnification de leur ennemi numéro 1. Et donc, ils étaient très vicieux contre moi. Et je crois que mes compagnons aussi avaient du mal. On vous a souvent décrit comme étant une femme attirante, avec un caractère d'une force rare. Est-ce que d'une façon consciente ou non, vous auriez utilisé vos charmes pour améliorer vos conditions de détention? J'ai tout fait pour faire oublier que j'étais une femme en captivité. J'étais entourée d'hommes et j'étais trop consciente que c'était une torture pour certains. Enfin, il y en avait d'autres qui réussissaient à contrôler, disons, leur désir d'une façon extraordinaire, mais il y en avait d'autres qui avaient beaucoup de mal. Et donc, j'étais habillée comme un homme. Pour se baigner dans la rivière, j'allais complètement habillée. Les guérillas, elles se lavaient en sous-vêtements, mais moi, je ne pouvais pas faire ça. J'étais trop à côté de mes compagnons, donc c'était pas possible de faire ça. J'essayais de me protéger comme je pouvais en mettant tout ce que j'avais, les vêtements, tout pour faire des rideaux, parce que j'étais complètement tout le temps observée. C'était très désagréable comme sensation. C'est-à-dire que vraiment, ça a été pour moi une des choses les plus difficiles, de faire oublier que j'étais une femme dans un campement d'hommes. C'est très dur. Votre combat politique était avant tout d'améliorer les choses pour la Colombie. Je crois que nous avons tous en nous des trucs comme ça. L'injustice me révolte. Ça m'empoisonne la vie. Et ça m'est arrivé en politique, c'est pour ça que j'ai fait de la politique en Colombie. Mais quand j'étais en captivité, c'était pareil. Et de temps en temps, il y avait des moments où les gardes s'en prenaient à un de mes compagnons et j'arrivais pas à me taire. J'arrivais pas à tout simplement tourner le dos et puis me dire c'est leur problème, c'est pas le mien, j'arrivais pas. Et donc j'ai eu des tas de problèmes. Alors de temps en temps, bon, peut-être que certains pensaient que mes réactions, c'était parce que j'avais envie de contrôler ou quoi que ce soit, c'était pas vrai. C'était tout simplement que j'y arrivais pas. Et j'ai eu beaucoup de remarques dans ce sens. Mes compagnons qui me disaient il faut pas que tu réagisses et il faut que tu te taises parce que ça va empirer ta situation. Alors évidemment, j'ai fini dans de très mauvaises conditions parce que je me suis fait haïr par les gardes. Je me rappelle une fois, par exemple, il y avait cette histoire. On était dans une prison. Alors c'était un truc terrible de vivre dans un espace très restreint, entouré de fils barbelés, avec des gardes autour armés, etc. Et puis, coup de bol, on voit des matelas arriver. Alors, il faut vous imaginer ce que représente un matelas dans une jungle. C'est le luxe absolu, vous voyez. Et ils arrivaient dans leur plastique, enfin tout neuf. Et puis, c'est le tour d'une de mes compagnes, de Clara. Et le garde, mais vraiment méchamment, mais vraiment par envie d'être méchant. Alors qu'il y avait des tas de matelas empilés, neufs et plein de couleurs, il lui donne l'unique matelas sale, usé, par pure méchanceté. Et donc, elle prend le matelas, elle dit rien. Et ben moi, je vais voir le gars, je lui dis, mais attendez, il y en a plein là, pourquoi vous lui donnez pas celle qu'elle veut? Parce qu'elle avait demandé, elle avait dit, mais je peux pas avoir l'autre, celui. Et le gars s'était foutu d'elle, il lui avait dit, mais pas du tout, ils sont tous pareils, prenez ce qu'on vous donne. Et moi, j'étais revenue un petit peu pour dire, non mais attendez, qu'est-ce que ça vous coûte, finalement, de lui donner celui qu'elle veut? Et je me suis fait, mais engueuler. Enfin, ça a été terrible. Et le pire de tout, c'est que après, je me suis fait engueuler par les compagnons qui m'ont dit « Mais attends, si tu veux l'aider, pourquoi tu lui donnes pas le tien ?» Ben oui, pourquoi pas, mais j'avais pas du tout... Conclusion, ça a été un très mauvais moment. Et après, mes compagnons qui avaient de l'amitié pour moi m'ont dit « Écoute, il faut que tu apprennes à ne pas intercéder pour les autres parce que chaque fois que tu le feras, ça se retournera contre toi. Et même la personne que tu chercheras à aider, elle va pas te remercier. C'est la loi de la jungle. C'est chacun pour soi.
Tu ne dois pas intervenir. Mais ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre qu'effectivement, j'arrangeais pas le problème des autres et j'aggravais ma condition. C'était instinctif pour moi. Vous décrivez la vie des femmes FARC comme une vie sans aucune liberté. Imaginez-vous que ces femmes pourraient un jour se rebeller et renverser les FARC. Est-ce qu'une révolution pourrait venir des femmes ? Non, je pense pas. Il y a un lavage du cerveau qui se fait. Il faut comprendre d'où elles viennent. Ce sont des paysannes qui vivent dans une région de la Colombie où il n'y a rien, c'est la jungle. Elles naissent dans la jungle parce que leurs parents, fuyant la violence qu'il y a dans la campagne colombienne, finissent par se réfugier dans la jungle. Et la seule chose qu'ils peuvent cultiver dans la jungle, c'est la coca. Parce que c'est le seul produit pour lequel il y a des avions qui viennent chercher et qui font le transport du produit. C'est le seul bien payé plus ou moins à un niveau qui leur permet de vivre dans la jungle. Parce que vivre dans la jungle, ça coûte énormément cher. Mais oui, parce que si vous avez besoin d'un savon, il faut le faire venir en avion, ça coûte une fortune. Donc, le surprix qu'ils obtiennent en cultivant la coca leur permet à peine de vivre, mais à la limite de la misère. C'est pour vous dire ce qu'ils sont en train de fuir. Ça veut dire que dans la campagne colombienne, même cela est meilleur. C'est-à-dire que la campagne colombienne, c'est la violence, c'est les rivières de sang, c'est se battre pour qu'on ne vous vole pas votre terrain, parce que la terre est devenue une source de guerre en Colombie. Et ce sont des rapaces, que ce soit les terratenientes ou que ce soit les paramilitaires, etc. Il y a 4 millions de déplacés en Colombie, de personnes qui doivent fuir parce qu'il y a des hommes armés qui les somment à laisser leur terre pour s'en approprier. Donc finalement, ce sont des familles qui se réfugient dans la jungle, qui cultivent la seule chose qu'ils peuvent cultiver, et leurs enfants qui grandissent. Les filles, soit elles continuent dans ce travail qui est terrible, c'est travailler sous le soleil, sans conditions, très très dur physiquement, ou alors l'autre option pour elles, c'est la prostitution. Et donc, entre les deux, elles choisissent la guérilla parce que finalement, elles se disent qu'elles vont être mieux traitées, qu'elles vont avoir une arme, qu'elles vont se faire respecter. Et on leur dit, voilà, vous rentrez dans la guérilla et ici, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de machisme. Alors que là où elles vivent, le machisme, c'est la loi. Les femmes sont très maltraitées. Et c'est un refuge pour elles, de se dire que peut-être elles vont avoir plus de liberté, elles vont être mieux traitées, elles vont être l'égale de l'homme, etc. Et effectivement, quand elles arrivent, elles travaillent comme l'homme, c'est-à-dire pareil, même travail de force. Physiquement, elles sont au niveau de l'homme, ce qui est extraordinaire à voir. Des filles hyper baraquées, musclées, enfin vraiment exceptionnelles. Mais elles sont aussi sollicitées sexuellement. Et on leur dit, voilà, quand il y a un compagnon qui vous demande une nuit de compagnie, par esprit révolutionnaire, il faut l'aider, parce que sinon il ne pourra pas se concentrer, il ne pourra pas faire son travail correctement, etc. Et elles finissent par être lavées dans ce truc-là. Et donc elles finissent par, je ne vais pas dire que c'est une prostitution, mais presque, par, si vous voulez, sacrifice révolutionnaire. Et ce qui est terrible, c'est que de temps en temps, elles tombent amoureuses et puis elles sont enceintes. Et une fois qu'elles sont enceintes, elles ne peuvent pas avoir leur enfant. Soit elles doivent avorter, ou alors, exceptionnellement, le commandant leur donnera la permission d'avoir l'enfant. Mais ce qui est terrible, c'est qu'une fois qu'elles ont cet enfant, elles l'allaitent pendant 3 mois et puis il leur est enlevé. Et elles doivent le donner à un milicien. Et ce milicien va élever cet enfant, qui sera l'enfant des FARC, et qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans, sera forcé de devenir un guérillero. La condition féminine, elle est terrible. Avez-vous plus fait pour les Colombiens quand vous étiez en Colombie ou en faisant réagir l'opinion internationale après votre libération ? Écoutez, je crois que politiquement, je suis très frustrée. Je ne crois pas que j'ai fait ce que j'aurais voulu faire, ni avant, ni pendant, ni après. Et puis après, c'est vrai qu'une fois libérée, j'avais tout sauf envie de revenir en politique. D'abord parce que la Colombie a réagi d'une façon terrible contre ma séquestration. En tout cas, tout au début, le gouvernement voulait faire croire que j'avais fait tout mon possible pour être kidnappée, que ça avait été de ma faute, que j'en étais responsable. Ça a été très dur pour moi d'entendre tout ça et sans pouvoir répondre, sans pouvoir expliquer comment ça s'était passé. Est-ce que c'était des messages qu'ils diffusaient ? Parce qu'en lisant votre livre, on comprend bien que les choses étaient préméditées. Ah oui. Non, mais je pense que, si vous voulez, le gouvernement colombien avait peur. Il m'avait enlevé mes escortes. Et donc, j'étais partie à San Vicente sans protection. Et c'est évidemment une faute.
terrible et même constitutionnel, parce qu'il y a un devoir constitutionnel de protéger, de donner protection aux candidats présidentiels. Sinon, c'est impossible de faire une campagne en Colombie. Tout est dangereux, partout où on va. Ben, il y a les paramilitaires, il y a les trafiquants de drogue. Et au moment où je faisais ma campagne, c'était d'autant plus dangereux, parce qu'aujourd'hui, bon, les choses se sont un petit peu calmées ou sont peut-être meilleures, mais à ce moment-là, c'était terrible. Il y avait des attentats tout le temps. Enfin, ils m'enlèvent mes escortes parce que le gouvernement ne voulait pas que je sois à San Vicente et en même temps que le président qui s'y rendait à ce moment-là. Je faisais partie de l'opposition, c'était peut-être pour ça. Mais en tout cas, ils m'ont enlevé mes escortes. Et après, ils ont prétendu qu'ils m'avaient prévenu que c'était dangereux, etc. Ce qui était faux. Ils m'ont jamais prévenu. Ils m'ont dit, allez-y, faites ce que vous voulez, mais sans escorte, pour que je n'y aille pas. J'ai passé un barrage militaire et on m'a laissé passer. Si c'était tellement dangereux comme ils prétendent qu'ils m'ont prévenu, pourquoi est-ce qu'ils m'ont laissé passer le barrage? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont enlevé les escortes? Il n'y a que des contradictions dans leur version. Et ça m'a fait beaucoup de mal, parce que du coup, les Colombiens, en tout cas certains, n'ont pas... Quand on est victime d'un acte terroriste, comme celui dont j'ai été victime, vous avez besoin que les gens comprennent que vous avez été victime. C'est terrible quand les gens pensent que vous l'avez fait exprès. Vous comprenez? Ça vous meurtrit dans ce que vous avez vécu, ça vous dépossède de votre droit à la souffrance. Moi, j'ai trouvé que ça a été très, très dur à vivre. Donc, avec les Colombiens, j'ai eu cette espèce de douleur qui, évidemment, a été compensée parce que ce sont les soldats de mon pays qui m'ont libérée et que j'ai fait la paix avec la Colombie à ce moment-là. De votre pays? Oui. Les soldats de mon pays, oui. Les soldats colombiens. Extraordinaire, une opération militaire extraordinaire. Et ça m'a permis dans mon cœur, de faire la paix. Mais il y a eu des choses après et les choses ne sont jamais simples. Que pourriez-vous dire à vos enfants s'ils vous disaient qu'ils se lançaient dans la politique? Je les laisserai parce que chacun fait de sa vie ce qu'il veut et que c'est un droit et que je comprends très bien qu'on a envie de changer les choses. Mais je serai très inquiète. Comme maman et mon père ont été inquiets pour moi. Ouais. La radio était votre seul lien avec votre famille pendant votre captivité. Quelle relation entretenez-vous aujourd'hui avec la radio? J'écoute très peu la radio. Mais je pense que ça a été une réaction pour moi. Écouter la radio, c'était un moment extraordinaire parce que j'écoutais la voix de maman, mais terrible aussi. C'était la matérialisation de ma frustration. Pas pouvoir être avec ceux que j'aime. Donc c'est vrai que depuis la libération, j'ai très peu écouté la radio. Puis c'est vrai que le monde a changé aussi. Le transistor tel quel, c'est plus ce que vous utilisez, et c'est à travers Internet. Donc beaucoup de choses ont changé. Alors... Mais récemment, j'ai pensé que je voulais me remettre à l'écoute, surtout parce que je voyage beaucoup en ce moment. Et que c'est vrai qu'avoir un poste, c'est génial, parce que vous êtes immédiatement soit dans le pays dans lequel vous êtes, donc vous entendez les nouvelles tout de suite, soit vous pouvez, par onde courte, changer de pays d'une certaine façon. Ça vous fait voyager. Donc ça me manque un peu aussi. Ouais. Est-ce que votre retour a été aussi beau que vous l'imaginiez? Ah, beaucoup plus beau que je l'imaginais. C'était inouï. C'est-à-dire que vous savez, j'ai essayé de m'enfuir plusieurs fois. Mais ce moment de la libération, avec cette opération militaire et cette magie du moment que nous avons vécu, je me suis tout de suite dit, heureusement je n'avais pas réussi à m'enfuir parce que j'aurais pas voulu rater ça. Ça a été extraordinaire. Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu à nos auditeurs les circonstances dans lesquelles votre libération s'est passée? Un petit peu les antécédents. Il y avait eu, pour que l'opération soit une réussite, il avait fallu que beaucoup de choses se passent, comme une chaîne d'événements, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais qui ont permis que l'opération soit une réussite. Il y a eu d'abord la fuite d'un de mes compagnons, John Flam Pinchao, qui lui a été le seul à réussir son évasion. Et une fois qu'il s'est évadé, l'armée colombienne a pu cibler l'endroit où nous nous trouvions. Alors évidemment, on s'échappait et on fuyait, mais la zone avait été, si vous voulez, ciblée. Et ça a été très important pour ce qui venait. Ensuite, il y a eu une attaque, une opération contre Raúl Reyes, qui était le second dans la hiérarchie des FARC. Et parce qu'ils ont réussi à trouver son campement, à bombarder le campement et surtout avoir accès à son portable et à tous ses dossiers, l'armée a réussi à avoir un tas d'informations sur nous que l'armée n'avait pas. Ensuite, il y a eu la mort naturelle du grand leader historique des FARC, de Manuel Marulanda. Et le fait qu'il soit mort et que ça s'est produit, si vous voulez, une guerre de succession à l'intérieur des FARC, et que finalement ça a été Alfonso Cano qui a été accepté comme le successeur de Manuel Marulanda, les communications entre eux
il y a eu un grand chamboulement. C'était plus les mêmes personnes avec lesquelles il fallait communiquer. Et donc ça a permis à l'armée colombienne d'infiltrer les communications des commandants qui opéraient avec nous et qui nous avaient sous leur responsabilité, d'avec leurs chefs desquels ils recevaient les ordres. Donc lorsque le commandant Enrique, qui commandait le groupe dans lequel nous étions, parlait avec son chef, il croyait parler avec son chef, parce qu'en réalité, il parlait avec les militaires. Et quand son chef, le Mono Jojoy, pensait qu'il parlait avec Enrique, en fait, il parlait avec les militaires. Donc, à partir de ce moment, ils ont réussi à donner l'ordre à Enrique de nous mettre dans un hélicoptère qui allait venir, soi-disant, avec une commission humanitaire pour nous emmener parler avec le nouveau grand chef des FARC, Alfonso Cano. Et Enrique a gobé l'histoire, il a complètement cru, parce qu'il avait les communications, parce que ce qu'il écoutait à la radio, effectivement à la radio, il y avait l'annonce d'une commission internationale qui avait été autorisée à parler avec les FARC, en fait, tout se tenait. Et donc quand l'hélicoptère vient, Enrique et l'autre commandant César sont complètement bernés, et ils montent dans l'hélicoptère avec nous, pensant que ça fait partie des ordres qu'ils ont reçus. Et une fois que l'hélicoptère prend de l'altitude, ils se font tabasser par les gens qui sont dans l'hélicoptère. Et alors, personne ne comprend rien. Enfin, moi, en tant qu'otage, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Et eux, sûrement, comprenant pas du tout ce qui leur arrivait, eux. Et ils les neutralisent. Et ils sont là, par terre, faits prisonniers. Et c'est à ce moment-là où le commandant de cette équipe crie « Nous sommes l'armée colombienne. Vous êtes libres. » Et ça a été inouï comme moment. D'une seconde à l'autre, ceux qui étaient otages deviennent libres et ceux qui étaient les ravisseurs deviennent otages, enfin prisonniers. Ça a été un retournement des rôles tellement instantané qu'on a eu du mal à comprendre ce qui nous arrivait. Et puis après, ça a été la folie. C'était des crises d'euphorie comme on n'en vit jamais plus dans la vie. On était devenus fous, on criait, on chantait, on sautait. Et j'ai même cru, moi je me suis dit, on va se cracher. L'hélicoptère on va avoir un accident, c'est pas possible. Enfin, et puis surtout parce que ce bonheur qui nous arrivait tout d'un coup, après tellement d'années de malheur, je pouvais pas me dire que toute cette espèce de maléfice sous lequel nous avions vécu, cette espèce de chose de se dire on est maudit. Puis tout d'un coup, voilà, on était de l'autre côté, c'était la liberté et avec la liberté tout. Parce que la liberté pour un être humain, c'est tout. C'est revenir chez soi, c'est la famille, c'est la vie, c'est les choix. Ça a été inouï d'intensité comme moment. Alors évidemment, moi, j'aurais jamais voulu rater ça parce que même si je m'étais enfuie, réussi à m'en sortir, ça n'aurait jamais été l'impact émotionnel que nous avons vécu en plus collectivement, en tant que groupe, parce que c'est une joie qui nous a unis pour la vie, à tous mes compagnons et puis à ceux qui nous ont sauvés. Pour moi, c'est très fort comme sensation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je reçois des messages de tout le monde, parce que je reçois des messages de mes compagnons, de ceux qui m'ont libéré, des soldats qui font partie de l'opération, il n'y a que nous pour comprendre ce que ça représente pour chacun. C'était inouï. Et comment envisagez-vous l'avenir à présent? Qu'est-ce que vous voyez? L'avenir pour moi, par petits pas, parce que depuis que je suis revenue en liberté, j'ai pris d'abord la décision d'écrire ce livre. Et ce livre était difficile à écrire. Et donc je pensais que j'allais l'écrire pendant 6 mois. J'ai mis 1 an et demi à l'écrire. Donc ça m'a pris un temps fou. Et du coup, j'ai pas pu m'organiser dans ma vie. J'ai écrit mon livre en habitant un petit peu chez mon fils, un petit peu chez ma fille, parce que je voulais être avec eux et que j'arrivais pas à m'installer quelque part. Alors maintenant, je pense qu'il faut que je trouve quand même une adresse, que je fasse ma vie, que je me reconstruise en tant qu'être humain. Est-ce que vous avez une idée du pays dans lequel vous aimeriez vivre? Non. Enfin, je sais là où je veux pas être. C'est déjà un début. Je veux pas être en Colombie, parce que je crois que c'est trop dur pour moi. Puis je veux pas être en France non plus, parce que c'est trop intense. J'ai trop d'émotions en France. Je crois pas que ça va être les États-Unis non plus. Alors, je sais pas. On va voir. Peut-être que ça sera ici. Radio Caracol a évoqué un projet de film que vous auriez. Oui, ça se discute aussi. Je pense que ça va se faire, effectivement. On en discute. J'ai connu une femme extraordinaire qui s'appelle Kathleen Kennedy, qui est une productrice de Hollywood. C'est elle qui a fait plein de trucs. La liste, elle est interminable. Elle a fait E.T., elle a fait Jurassic Park, elle a fait Schindler's List. Elle a beaucoup travaillé avec Clint Eastwood, avec Steven Spielberg. C'est un monstre. Et puis quand vous la connaissez, c'est une femme géniale, enfin simple et puis très humaine. Je l'aime beaucoup.
Et puis, ça fait 2 ans qu'on en parle de ce projet, et puis on est devenus assez amis. Et je me sentirais très à l'aise de le faire avec elle. Donc je pense que ça va marcher. D'accord. Merci beaucoup Ingrid Betancourt de nous avoir parlé de Evan Silas Sutherland. Non, merci à vous de m'avoir invitée. Je suis très émue de penser que je vais faire partie du début de cette radio. Et je vous souhaite beaucoup de bonne chance. Et je suis sûre que vous allez être très, très écoutés. Et je suis très émue de participer à ce projet. Merci. Merci beaucoup.